Cette semaine, on va parler de la collaboration et de son caractère indispensable quand on veut innover dans une organisation. Vous vous attendez à ce qu'on parle pluridisciplinarité, besoin de réunir des expertises, des compétences. Eh bien, c'est raté. On vous en parlera la semaine prochaine. Ce dont on va parler, c'est des postures de l'innovation collaborative. Bien, toutes les grandes organisations ont un discours extrêmement positif sur l'innovation et sur la créativité de leurs salariés. Mais à côté de ça, elles ont leur propre culture qui va souvent à l'encontre de l'innovation. Dans le secteur public, la culture administrative, au premier abord, est, elle, parfaitement hostile à l'innovation. En fait, c'est pas vrai, c'est dépassable, mais regardons un instant. L'innovation demande l'expérimentation, là où on nous apprend l'égalité devant le service public. L'essai-erreur, qui est au cœur de l'innovation, va à l'encontre de tout ce qu'on a toujours entendu. L'administration n'a pas le droit de se tromper. On est formaté pour rédiger des notes de synthèse, alors que pour innover, il faut aller chercher justement à la périphérie des choses. La procédure est stricte et les validations intermédiaires sont légion, alors que quand on innove, il faut accepter de revenir en arrière et de refaire tout ou partie pour peaufiner la proposition. Etc., etc., etc. On pourrait continuer longtemps, mais vous avez compris de quoi on parlait. Eh bien, pour faire face à ce choc de culture, il vaut mieux être plusieurs. Pour s'entraider, trouver à chaque étape les moyens de concilier justement ces deux cultures. Mais surtout, il faut acculturer ses collègues à ces façons de faire, pour ne pas avoir à refaire tout le chemin à chaque fois. L'innovation, c'est avant tout une culture de l'appropriation. La coopération doit être horizontale, avoir des pairs avec qui progresser dans le projet, se faire confiance, accepter de se parler franchement, se soutenir, partager les informations et les émotions. C'est important de prendre en compte les émotions. Norbert Alter dit que c'est grâce au partage des émotions qu'on fonde un collectif capable de travailler en conscience, avec du cœur et en donnant du sens. Une fois en confiance, on peut débattre, se dire les choses, même quand elles ne sont pas forcément agréables à entendre ou à dire, parce qu'on est en position de l'accepter au regard du projet collectif. Mais la coopération doit également être verticale, hiérarchique. Et il ne s'agit pas seulement de bienveillance, il faut du soutien, de l'encouragement, mais aussi une capacité à orienter les travaux. Sans oublier la perméabilité à la transgression, nécessaire à concilier la culture maison et celle de l'innovation. C'est là où un apport extérieur est souvent utile. Il sert bien entendu à générer des idées, apporter des techniques, mais surtout, il ne connaît pas l'ordre interne des choses, alors il le transgresse. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si on voit fleurir les labs interadministration ou les collectifs territoriaux d'agents publics innovants qui s'entraident et se soutiennent. Tout cela mêlant expertise professionnelle et émotion, l'échange d'expériences est indispensable pour améliorer les pratiques des uns et des autres, pour recharger les batteries et nourrir son enthousiasme. Mais plus on utilise l'innovation publique, moins tout cela est compliqué. Avec le temps, on s'habitue à la transgression au point qu'elle deviendrait presque naturelle. J'ai bien dit presque. Jean-Michel Cornu, un spécialiste européen de la coopération, dont on vous vante les travaux dans les ressources inspirantes, a travaillé sur l'organisation d'un collectif qui permet de rendre naturelle la coopération. Il détermine qu'une équipe projet peut constituer une alliance jusqu'à 12 personnes. Pourquoi 12 ? Au-delà, nous dépasserions nos capacités cognitives et il deviendrait possible de ne rien faire sans que ça se voie. Cela n'empêche pourtant pas d'organiser autour de ce cercle une communauté qui est constituée d'amis, de soutiens bienveillants, de personnes à informer absolument, de ressources ponctuelles pour un événement ou un autre au sein du projet. Et cette communauté s'inscrit dans un écosystème dont on vous parlera la semaine prochaine. Pour maintenir la cohésion de ces cercles, il faut les nourrir d'informations, organiser des temps de rencontre et la possibilité de se laisser des messages et de tenir des discussions de façon asynchrone, sans oublier de mettre à disposition un espace de partage qui permet de fluidifier les échanges. Avec tout ça, on peut faire tenir une communauté. Il vous appartiendra de définir les moyens de réaliser ces échanges, mais ils détermineront la réussite du projet. Il vous faut chercher les conditions de maximiser l'engagement du groupe par la fluidité de la circulation d'informations, la chasse aux pertes de temps et la capacité à solliciter leur engagement simplement et rapidement.